tenir le timing. J'ai la chance, effectivement, d'animer, de présider cette table ronde avec Yvonne Quenom, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est une star montante des équipes mobiles, plus une star montante, c'est une star des équipes mobiles. Infirmière qui fait de la recherche, bon, elle fait plein de choses. Elle travaille à Saint-Étienne dans le service de mon ami le professeur Fakra. Et voilà, donc vous aurez l'occasion de la connaître à différents moments. Je suis très très content d'accueillir Frédéric Pierru, Alexandre Fauquet, des sociologues, comme souvent Gérald, quand on avait réfléchi aux différents colloques, il avait souvent aimé faire venir des sociologues. On l'avait fait à Marseille et avoir un contrepoint. Parce que pour moi, c'était hyper important ce titre. Révolution, on a qui dit ça va faire peur. Hein, on s'était un peu fighté là-dessus. Révolution, évolution. Je pense qu'il y a une vraie question effectivement sur les équipes mobiles et sur savoir effectivement est-ce que ça peut pas être aussi par aspect certains dangereux. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Est-ce que c'est la panacée? Est-ce que c'est une façon de ne pas soigner les gens? Je vais dire ça en étant un peu provoque dans un congrès sur les équipes mobiles. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à Frédéric Pierru et qui m'a présenté aussi Alexandre Fauquet pour leur demander de parler de cette question-là. Et ce sera suivi après de Gérald et M. Bernard Jacob, pardon, que je vous présentais brièvement. Je vais les laisser se présenter. Je vais juste dire effectivement que je les ai rencontrés hier soir vraiment. Hein. Alors on avait parlé de petites présentations décalées. Peut-être que si vous téléchargez l'appli, vous aurez accès. Tout n'est pas encore mis à jour. Je peux vous dire entre autres que Frédéric Pierru, il adore faire la plonge le week-end. Voilà. Il est multitâche aussi. Il a l'air assez mobile. Et hier soir, c'était une belle rencontre. Et je suis persuadé que leur communication va être fort intéressante. Je te passe la parole, Frédéric, et avec Alexandre. Voilà, non, je tenais vraiment à remercier l'AEMP et Odyssée de cette invitation à parler des équipes mobiles, alors d'un point de vue des chercheurs, et surtout vraiment un remerciement particulier pour Samuel, qui a eu un accueil merveilleux hier soir pour nous. Et c'est toujours très agréable de venir dans des colloques où on est d'emblée dans la sociabilité et la sympathie, parce que vous savez, dans l'univers académique, ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Et donc nous sommes deux chercheurs, et je vous promets qu'on a essayé d'être un maximum chiant. Voilà. Hein, donc, voilà. Et donc merci à vous, en tout cas. Et puis, je passe la parole à mon collègue Alexandre. Bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous sommes ravis d'être ici tous les deux. Donc, Alexandre Fauquet, docteur en sciences politiques et donc sociologue, accompagné de mon collègue et surtout ami Frédéric Pierru, politiste et sociologue aussi et chercheur au CNRS. Donc, deux sociologues qui faisons de la sociologie politique de la santé et qui avons eu l'occasion dans nos parcours respectifs de nous intéresser au domaine de la psychiatrie, d'où c'est quand même mieux notre invitation aujourd'hui. Frédéric a notamment entrepris une sociographie des leaders des mobilisations dans le domaine de la psychiatrie publique. Il a étudié plusieurs mobilisations sociales, notamment les états généraux de la psychiatrie en 2003, le pas de zéro conduite que vous connaissez, le collectif des 39, l'appel des appels, etc. Et puis il a fait des monographies notamment donc, sur certains sites comme Amiens ou Saint-Étienne du Rouvray. Bon, il a fait par ailleurs plein de choses, j'arrive même plus à le lire tellement il écrit. Il a mené plusieurs donc, entretiens avec des leaders de ces mouvements et des journalistes, ainsi que des observations donc, ethnographiques. C'est important de le souligner, vous comprendrez après pourquoi. Il a beaucoup travaillé sur la problématique de la chronicité, ce que ça posait comme enjeu au système de santé aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous verrez après deux bouquins, dont un qui sur les maladies chroniques qui en parle, et je vous conseille de le lire, un bouquin avec André Grimaldi. Et pour ma part, je travaille depuis maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans, en immersion dans la psychiatrie publique en milieu hospitalier. Donc Frédéric et moi nous connaissions par ailleurs avant, puisqu'il était dans mon jury de thèse, et à l'époque j'avais peur de lui. Je peux le dire maintenant, je n'en ai plus peur, parce que j'ai découvert voilà, que c'était un super ami. Et puis, en tout cas, la convergence de nos objets d'études, en particulier donc sur la psychiatrie, nous a fait collaborer étroitement
et sortir un numéro de revue dont le titre est ici et qui s'intitule Politisation, dépolitisation et repolitisation de la crise sans fin de la psychiatrie publique, paru dans la revue Savoir Agir en 2020. Alors, plus encore que notre identité, qui est relativement peu importante, ce qui est important de préciser, c'est notre positionnement aujourd'hui. Nous sommes, vous l'aurez compris, deux sociologues qui posons des questions sociologiques. Il faut mieux, a priori, tant qu'à faire, à des pratiques, les vôtres, que nous ne connaissons qu'en position d'extériorité. Et des questions de sociologie, ce sont des questions scientifiques qui se veulent neutres. Je précise cela puisque, disons-le plus simplement, nous n'avons rien contre les équipes mobiles. Au contraire, nous trouvons que les équipes mobiles sont nécessaires, qu'elles répondent à une demande qui ne trouve pas de débouchés dans les structures, au sens strict du terme, c'est-à-dire des débouchés institutionnels. Donc nous sommes tout à fait au clair là-dessus. Les équipes mobiles font un travail remarquable. Et si nous nous sommes intéressés aux équipes mobiles, c'est aux équipes mobiles en tant que mouvement social, parce que c'est un véritable mouvement social, on pourra revenir dessus, en réfléchissant aux questions qu'elles soulèvent, ces équipes mobiles, et en particulier une question qui semble interroger des évidences, mais comme disait Bourdieu, le rôle du sociologue, c'est d'interroger les évidences, une question qui est faussement naïve, à savoir de quoi les équipes mobiles sont-elles le nom ? Alors pourquoi cette question, me direz-vous ? Pour deux raisons principales. D'abord parce que, et ça a été souligné ce matin, les équipes mobiles sont si nombreuses et recouvrent des réalités si diverses et protéiformes, kaléidoscopiques, qu'il nous semble complexe de nous y repérer. Équipe mobile, psychiatrie, précarité, petite enfance, etc. Et de fait, à travers cette question de quoi les équipes mobiles sont-elles le nom, nous souhaitons apporter en tout cas un début de réponse en analysant au fond ce que le succès actuel, c'est ce que j'entendais par mouvement social, des équipes mobiles traduit en reprenant l'histoire au long cours de la psychiatrie publique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quelles évolutions, pour être dans le thème du congrès, de la psychiatrie publique depuis l'après-guerre traduit ce mouvement en faveur des équipes mobiles. Deuxième raison, pourquoi cette question ? Parce que, en fait, on a très vite repéré une ambivalence fondamentale au sujet des équipes mobiles. Ambivalence qui sera l'objet de notre propos aujourd'hui. Quelle est cette ambivalence ? D'un côté, les équipes mobiles peuvent être perçues comme une forme de consécration de la sectorisation psychiatrique en intervenant en effet au domicile des patients, voire dans la rue. Les équipes mobiles incarnent cette psychiatrie dans la cité et donc une psychiatrie en voie de désinstitutionnalisation qui était, je le rappelle, le projet initial des créateurs des secteurs psychiatriques, même s'ils sont revenus sur cette idée, en voyant les effets déplorables que ça pouvait avoir, notamment en Italie, mais en tout cas une psychiatrie plus fluide, plus labile, plus adaptative. Or, d'un autre côté, les équipes mobiles, en particulier les équipes mobiles extra-hospitalières, qui agissent dans l'urgence, en situation de crise, peuvent également incarner, dans le contexte actuel que l'on connaît, avec l'embolie des urgences, la réduction des lits hospitaliers, je le fais très court, une forme d'urgence psychiatrique qui empêche de penser le contexte politique et sanitaire et qui, reprise aux mains des gestionnaires, et quelles que soient, je dirais, les convictions professionnelles, éthiques, etc., des professionnels qui agissent dans ces équipes mobiles, on arrive finalement à se retourner, un peu ce que d'ailleurs démontre Ronnie Broman au sujet de la médecine humanitaire, à se retourner contre les principes axiologiques initiaux de la philosophie des secteurs, qui était basée sur une attention au contexte de vie des patients, attentive à la continuité des soins, propice à la gestion de la chronicité. D'où notre question entre finalement ces deux tendances, un peu extrêmes, certainement caricaturales d'ailleurs, que je viens d'exposer. De quoi les équipes mobiles sont-elles le nom ? Comment s'articulent les équipes mobiles à l'histoire de la psy publique depuis les années 50, 60 ? Sont-elles la consécration de la philosophie de la sectorisation ? Ou sont-elles une psychiatrie d'urgence soluble
dans l'ère du temps gestionnaire. Sont-elles une évolution, là encore le lien avec le thème du colloque, de la psychiatrie publique héritée de l'après-guerre, ou une révolution au sens de nouveaux modèles qui se mettent en place? Alors, derrière cette question se pose indirectement une autre question qui est celle de savoir si nous sommes allés trop loin dans la désinstitutionnalisation. Et donc, l'évolution longue de la sectorisation psychiatrique et la façon dont certains dispositifs se sont quelque part retournés contre l'intention des initiateurs. Alors, et cette ambivalence a été mise en lumière par Pierre de Lion. Alors voilà le bouquin « Les maladies chroniques » dans lequel Frédéric parle de tout ça. Et le deuxième, c'est le bouquin duquel cette citation est tirée. Pierre de Lion, donc grand psychiatre lillois, c'est une qualité supplémentaire parce que nous sommes lillois. Oui, il y a un petit côté corse à Lille aussi, même si c'est très plat en fait. Donc spécialiste de la jeunesse et de l'autisme. Qu'est-ce que nous dit cette citation? Je ne vais pas la lire, mais en gros, Pierre de Lion s'inquiète d'un virage vers les urgences et la gestion de crise. D'abord, voilà, en gros, une psychiatrie qui serait tournée uniquement vers la question de la crise, et il va plus loin. Il précise ses propos en distinguant ce que serait ce qu'est une véritable équipe mobile qui serait adossée au secteur hospitalier, à l'hôpital aussi, qui en serait le relais de ces secteurs dans un suivi du patient au long cours et qui s'attacherait à favoriser la continuité des soins et le rétablissement, sachant que ces équipes mobiles existent. Alors, elles ne sont pas dominantes, mais j'en suis témoin, j'en ai observé. Elles sont relativement rares, mais c'est une forme d'équipe mobile que l'on peut trouver. Et face à cette première forme d'équipe mobile, qu'il juge souhaitable en tout cas, congruente avec la philosophie du secteur, il y aurait actuellement donc, selon lui, une fétichisation des équipes mobiles qui favoriserait des interventions courtes dans l'urgence, qui traiterait surtout les formes spectaculaires de la psychiatrie avec des professionnels du type Zorro. Alors cette citation de... Ah oui. Ah voilà. Voilà, désolé. Donc c'est là où il parle de Zorro. Voilà. C'est parce que donc ces citations, alors je suis obligé quand même de passer parce qu'il y a un chronomètre là, donc désolé, c'était une erreur. Cette première citation se trouve agrémentée par celle de Patrick Chemla, psy de secteur au centre Antonin Artaud de Reims, qui a beaucoup innové en termes de psychiatrie institutionnelle avec notamment des clubs thérapeutiques, qui ajoute que, en substance, les ARS financent surtout les équipes mobiles dans une perspective intersectorielle qui interroge l'héritage du secteur quand on est dans une perspective intersectorielle. En tout cas, c'est un débat. Il parle de timbal intersectoriel. Et surtout, deuxième point, les moyens sont principalement alloués pour des interventions courtes de gestion de crise, ce qui traduit d'ailleurs bien, on y reviendra, les circulaires sur les nouveaux modes de financement des secteurs psychiatriques. Et c'est cette tension actuelle inhérente aux politiques de santé qu'on voudrait mettre en avant, alors que nous sommes en plein dans une transition épidémiologique qui voit les maladies chroniques l'emporter sur les maladies aiguës. On a dans le même temps des instruments d'action publique et des modes de financement court-termistes qui traduisent un raccourcissement de la temporalité de l'action publique. Autrement dit, on a une chronicisation de plus en plus forte, mais des instruments d'action publique qui s'orientent vers le court terme, la gestion de crise, l'aiguë. Et je laisse Frédéric poursuivre sur l'ère du temps actuel. Oui, alors bon, déjà, il a déjà tout dit, donc je peux m'en aller. Mais je tiens quand même à dire que je suis un ami des gens cités. Voilà, de là où je me situe, c'est-à-dire Pierre de Lion, Patrick Chemla et tous les héritiers de la psychiatrie de
de secteurs à la suite de Houry, Bonafé. Bon, je ne vous fais pas Toscaïès, etc. Je ne sais pas à vous que je vais l'apprendre. Donc, nous avons discuté pour préparer cette intervention, justement, avec eux, sur la question des équipes mobiles, comment ils les voyaient dans leur pratique quotidienne, etc. Et à la fois ce qui fait leur attrait, mais aussi ce qui les inquiète, en tant qu'ils sont des héritiers de la sectorisation des années 60-85. Oui, le micro, je sais. Alors, j'ai mis en rouge parce que c'est important. Non, parce que souvent, quand on commence à parler de la crise du système de santé ou de la crise de la psychiatrie publique, on évoque évidemment les moyens. Et il me semble qu'une autre façon de procéder ou d'aborder la question, c'est, me semble-t-il, la question de la temporalité dans les politiques publiques de santé en général et la temporalité dans les politiques de psychiatrie en particulier. Et il y a un grand historien qui s'appelle Hartog qui parle de présentisme contemporain. Alors pourquoi j'ai pris cette citation ? D'une part parce que je pense qu'elle illustre parfaitement la question de ce colloque entre évolution et révolution, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait de l'héritage des années, de la circulaire des années 60, puis de l'institutionnalisation des secteurs en 1985, c'est-à-dire effectivement le présentisme contemporain, c'est-à-dire cette centration sur le présent, l'escamotage du passé et le manque de projection dans l'avenir, c'est-à-dire l'urgence et la crise. Eh bien, cette question du présentisme pose la question de cet héritage. Est-ce que ce présentisme contemporain nous conduit en quelque sorte à bazarder, je dirais, le legs de la psychiatrie publique de l'après-guerre? Et puis, la deuxième chose dans cette citation qui me paraissait importante, c'est que ce présentisme peut être vécu comme une chance et comme un fardeau. En haut de la société, le présentisme, c'est la mobilité, c'est le nomadisme, c'est la circulation, c'est vivre pleinement le temps présent. Et puis, souvent, pour les patients psychiatriques, souvent relégués, eh bien, le présentisme, c'est subi. C'est comme l'individualisme. C'est un individualisme négatif, subi, et qui est en quelque sorte un enfermement dans une forme de présent. Alors, une petite sociologie de l'ère du temps, parce que je suis un politiste qui a l'habitude de fréquenter les décideurs administratifs et politiques du système de santé. Je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai beaucoup écrit sur le système de santé, je suis même intervenu dans le débat public à plusieurs reprises sur l'évolution du système de santé. Et quelque part, dans les discours des décideurs publics, de ceux qui font les réformes, il y a un imaginaire propre et qui, à mon avis, illustre ce présentisme. Des décideurs administratifs, quand je dis décideurs administratifs, c'est, disons, les technocrates du ministère de la Santé et puis les décideurs politiques. L'impératif de réactivité, ça revient, il faut être réactif face à la crise et à l'urgence. Moi, ce qui me frappe souvent, c'est que le discours de la crise et de l'urgence est quelque chose qui inquiète beaucoup les décideurs politiques, et donc, par conséquent, il faudrait être réactif. L'impératif de plasticité ou d'agilité, c'est-à-dire l'idée, voire même de liquidité, il faudrait que les organisations professionnelles, la division du travail entre les soignants soit toujours labile, fluide, se modifie au gré des problèmes, avec en quelque sorte une vision négative de tout ce qui peut être institué au profit de l'instituant. Voilà. Donc l'instituer, c'est, alors ça conduit, je vais y revenir, à la nécessité de s'adapter en permanence. Alors il y a un très beau livre de Barbara Stiegler là-dessus qui s'appelle « Il faut s'adapter » et c'est sur un nouvel impératif politique contemporain, c'est-à-dire tout ce qui est sédentaire, tout ce qui est institutionnalisé, tout ce qui est stase. En fait, c'est quelque chose qui est désormais mal vu au profit effectivement, de choses beaucoup plus réticulaires, rhizomatiques, je ne sais pas comment on peut dire. L'impératif de mobilité, je vais y revenir. Alors, la rationalisation gestionnaire, ça, je ne vous en parle pas. Hein, je pense que vous êtes au courant. Hein, l'idée qu'il faut toujours rationaliser un peu plus. Et puis, la consécration, me semble-t-il, surtout dans le domaine de la psychiatrie, d'un espèce de binôme entre l'humanitaire et le sécuritaire.
hein, cette espèce de tension qui structure, je dirais, l'évolution, selon les gouvernements, de la psychiatrie publique. Alors, hier, on discutait à table, dans une discussion fort intéressante, et on disait, mais qu'est-ce que c'est, par exemple? Alors, je vais illustrer ça par différents points, c'est-à-dire comment cet imaginaire, cet air du temps, s'incarne dans différents dispositifs de notre politique de santé. Et hier, on parlait à table, avec nos amis belges, de qu'est-ce que c'est que la prévention en santé mentale ou en psychiatrie. Bon, c'est quoi la prévention? Et alors, il se trouve que moi, j'ai, en tant que chercheur, fait une enquête empirique au long cours, aux États-Unis, en France, sur la façon dont s'est reconstruit notre système de santé publique. C'est très stressant, ce chrono. Hein, c'est-à-dire, bah, vraiment, je tiens à le dire. J'ai dit, j'ai l'impression d'être Mel Gibson dans L'Arme fatale. Hein, je vais bientôt prendre le chat. Hein, je vais bientôt prendre le chat. Tu veux voir un psychiatre, hein? Et voir un psychiatre, oui, effectivement. Donc, oui, donc la façon dont... Parce que vous savez, la France est réputée pour avoir une culture de santé publique, j'aime pas ce terme, mais très faible, mais nous avons recomposé ou reconstruit, ou construit même un dispositif de santé publique à la fin des années 80, suite notamment à l'épidémie de VIH et à l'affaire du sang contaminé. On a vu se multiplier notamment les agences sanitaires. C'est mon ami Didier Tabuteau, qui est aujourd'hui président du Conseil d'État, enfin vice-président du Conseil d'État, et qui a eu un long parcours dans les ministères de la Santé, qui a présidé à la construction de ces agences. Et donc, on a reconstruit un système de santé publique. Et on aurait pu se dire, bah, finalement, c'est bien pour justement lutter contre un problème majeur de notre système, qui est la persistance de fortes inégalités sociales de santé, voire le fait qu'elles s'aggravent au fil du temps, ce qui est quand même un problème, hein, ce qu'on appelle le gradient social de santé, hein, c'est-à-dire que l'état de santé varie en raison, je dirais, inverse de la position que vous occupez dans la hiérarchie sociale. Donc on aurait pu croire que ce dispositif de santé publique permette de lutter ou de réduire ces inégalités sociales de santé. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, qu'elle continue à s'augmenter, elle continue à se creuser. Pourquoi? Parce que la santé publique et la prévention telle qu'on la mène aujourd'hui est très centrée, est très structurée par l'ère du temps que je vous citais avant, c'est-à-dire la crise, l'urgence, la surveillance épidémiologique, c'est-à-dire au détriment d'une action, je dirais, de manière au long cours, sur ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé. Et finalement, on s'aperçoit que, alors je ne reviens pas sur la magie de l'entrée de la France dans la pandémie de 2020, mais on a perdu sur tous les tableaux. C'est-à-dire qu'on a vu qu'on avait un dispositif de santé publique très centré sur la crise et l'urgence, mais qui, par ailleurs, était un colosse au pied d'argile. Je renvoie à la question des masques, mais on a perdu donc aussi sur la question des inégalités sociales de santé, et notamment en France, la prévention reste très coupée de toutes les questions de life course épidémiologie, et je voudrais, parce que c'est un champ de recherche très dynamique au niveau international, c'est-à-dire l'épidémiologie tout au long de la vie, et notamment qui étudie la façon dont les premiers âges de la vie structurent l'état de santé et l'état de santé mentale ultérieur des adultes. Et je veux juste ici, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, juste dénoncer, je veux dire, l'état de délabrement de l'aide sociale à l'enfance. Pour moi, c'est ça, de faire d'abord de la prévention. Hein, c'est d'abord donner les moyens aux institutions de fonctionner correctement et non pas de traumatiser de manière supplémentaire des enfants qui ont déjà subi des traumatismes psychiques. On pourrait y revenir. Alors, deuxième illustration. Merci. Deuxième, merci beaucoup. J'ai l'impression d'être un chanteur là, c'est bien. Bon, deuxième exemple. Alors, je vais là aussi. Maintenant, c'est un diagnostic. Enfin, je tiens à le dire, c'est un diagnostic qui est bien connu aujourd'hui. Mais quand on est parti avec André Grimaldi et d'autres pour dénoncer les politiques hospitalières et notamment le fait qu'elles étaient de plus en plus court-termistes, de plus en plus, je dirais, dominées par des questions de finances publiques
et de logique gestionnaire, eh bien, on n'était pas beaucoup. On nous disait, vous êtes des gauchistes. Alors Didier Tabuteau, un gauchiste, ah bon, André Grimaldi, ça peut se discuter. Bon, et moi, non, en fait. Mais voilà, et donc on a dénoncé notamment, par exemple, le fait que, et là ça renvoie à la transformation des modes de financement en psychiatrie qui s'annonce, on était les premiers à dire que la tarification à l'activité était très mal adaptée, voire même, je dirais, perverse par rapport au fait que l'hôpital, et l'hôpital public en général, enfin, l'entité hôpital, était de plus en plus confrontée à des maladies chroniques, et cela conduisait à pratiquer une médecine à la fois paradoxalement coûteuse et de mauvaise qualité. Bon, je ne veux pas revenir. Le diagnostic, on le connaît, hein, c'est-à-dire c'est l'empilement des machines de gestion, c'est des tableaux de bord uniquement financiers, très peu axés sur la qualité des soins ou la qualité de vie au travail des soignants. Alors tout ça a été démontré, je n'ai pas mis les chiffres, l'augmentation de la productivité des soignants, surtout entre 2010 et 2019, et le sentiment, par exemple, de négation des compétences professionnelles avec, en quelque sorte, cette gestion de la dégradation des conditions de travail à l'hôpital, avec la montée de l'absentéisme, du turnover, etc., par des poules d'infirmiers, d'infirmières que l'on dit polyvalents et qui servent de bouche-trou dans les services. Donc là, pour le coup, c'est mobile, un pool. Mais c'est de la mobilité anthropique. C'est de la mobilité anthropique, c'est-à-dire qu'effectivement, ça désorganise le travail d'équipe, la connaissance et l'interconnaissance qui fondent les équipes, et donc la qualité du travail, et évidemment les conditions de travail des soignants qui opèrent. Et puis surtout, voilà, c'est là où on veut y venir, c'est-à-dire qu'on a eu tout un discours, et que ça soit la droite ou la gauche, tout un discours autour du virage ambulatoire. Le virage ambulatoire. Et donc, il suffit de regarder un peu les chiffres, comme l'a fait par exemple Pierre-Louis Bras, qui est un brillant haut fonctionnaire du ministère. Il a dit « le virage est un mirage ». Le virage ambulatoire est un mirage ambulatoire, c'est-à-dire qu'on a réduit la voilure hospitalière, mais qu'on n'a pas organisé l'amont et l'aval de l'hôpital. L'amont, c'est effectivement la catastrophe de la régulation de la médecine de ville. Là, on arrive à la négociation de la nouvelle convention entre la Sécu et les syndicats de médecins libéraux, et on voit que ça ne va pas beaucoup bouger. Hein. Et donc, avec les pénuries, les déserts médicaux, je ne reviens pas là-dessus. Et puis, en aval de l'hôpital, la crise et le sous-financement chronique du médico-social, qui a défrayé la chronique avec la question des EHPAD. Et alors, c'est ça le paradoxe, c'est que finalement, eh bien, on n'a pas assisté donc à un virage ambulatoire, mais à un transfert d'activité de l'amont et de l'aval vers les urgences. Et on retrouve la notion d'urgence, c'est-à-dire que les urgences sont devenues, en quelque sorte, l'embolisation des services d'urgence sont devenus, je ne sais plus d'ailleurs mon sujet, je dirais, le symptôme de la désorganisation structurelle et, j'aurais dire, systémique de notre système de santé. Hein, je tiens à rappeler, par exemple, que lors du Ségur de la santé, ce n'était pas un Ségur de la santé. Il aurait fallu parler de l'ensemble du système de santé, de l'ensemble de l'offre de soins, psychiatrie, médecine de ville, médico-social. Qu'est-ce que c'était ? C'était un Grenelle de l'hôpital. C'est-à-dire qu'en gros, on essayait d'éviter l'hémorragie des soignants hospitaliers en rattrapant partiellement, rassurez-vous, parce qu'à Bercy, ça veille, la perte de pouvoir d'achat des soignants depuis le gel du point d'indice en 2010. Donc, en quelque sorte, vous voyez toujours cette vision compartimentée en silo, hein, cette gestion en compartiment du système de santé qui n'est pas à la hauteur, en fait, et les urgences, l'embolisation des urgences sont... je vais vraiment prendre le chat, là. Mais de la crise du système de santé. Alors, juste, il y a une enquête. Alors, il se trouve que j'ai un collègue qui est venu chez moi et que j'ai hébergé, et qui a fait une enquête dans le cadre de l'hôpital sur les équipes mobiles à l'hôpital. Alors, sur les équipes mobiles en gériatrie et en soins palliatifs.
Et donc, avec 2 chercheurs, donc 2 sociologues, parce que ça sert parfois les sociologues, je tiens à le dire quand même, 2 sociologues se sont intéressés donc dans différents sites, dans différents établissements, au devenir des équipes mobiles à l'hôpital. Et en fait, ils ont... en parlant avec lui, il me disait, finalement, Yvan Saint-Saulieu disait, il y a un grand discours autour des équipes mobiles à l'hôpital, mais quand on analyse concrètement les choses, le bilan est très mitigé. Donc je ne lis pas ce qu'il dit, mais finalement, c'est un bilan très mitigé, c'est-à-dire très variable selon les services. Alors, et il donne des exemples, des raisons pour lesquelles ce bilan est mitigé. D'abord parce que, justement, ce que je vous disais sur le mode de financement par tarification à l'activité ne fait que redoubler l'hyper-spécialisation médicale et donc le fonctionnement silo est de plus en plus étroit de l'hôpital, ce qui complique, je dirais, l'installation de logiques, je dirais, transversales. Donc on voit bien là, par exemple, que la transversalité est contradictoire avec les instruments de financement et les modes de gestion publics de l'offre de soins. Il montrait aussi, je suis désolé d'être désagréable, que la mobilité, ça dépend qui bouge. Et là, ce sont des gens qui représentent plutôt des spécialités médicales, alors on dit en sociologie dominées, ou en tout cas qui ont une moindre légitimité par rapport à je dirais, des services plus prestigieux de chirurgie, de neurologie, etc. Et il montrait que, effectivement, ça empêchait parfois ces équipes mobiles de gériatrie et de soins palliatifs d'entrer dans ces services parce qu'on le considère un peu comme, pas moins que rien, mais bon, plutôt une ingérence pas nécessaire. Voilà. Bon. Évidemment, la question de la responsabilité médico-légale du patient, qui est responsable, évidemment, du patient. Évidemment, l'idée aussi que les professionnels veulent maîtriser leur territoire et que les médecins, et notamment les chefs de service, veulent maîtriser le traitement du patient et montrent que la mobilité est moins le fait des médecins que des arrangements entre infirmières de ces équipes mobiles et infirmières des services. Ce qui est très intéressant, autrement dit, ce sont les paramédicaux qui sont plutôt favorables et favorisants de la mobilité à l'intérieur de l'hôpital, là où les médecins ont tendance plutôt, désolé si je dis des choses vexantes, où les médecins ont plutôt tendance à être légitimistes et à faire respecter les délimitations des territoires professionnels et des spécialités médicales. Alors, la question, c'est celle-là sur laquelle je voulais venir. Alors, la citation est tirée de Nicolas Henkes, qui a fait un bilan de littérature, pas seulement d'ailleurs, il a fait de l'observation sur les équipes mobiles, très intéressant. Il était au dernier congrès, voilà. Et j'avais été frappé il a fait un article, je ne sais plus d'où je l'ai tiré, mais vous pourrez le retrouver, où je donnerai les références. Et donc, il disait, finalement, c'est une ambivalence, les équipes mobiles en psychiatrie. C'est-à-dire qu'à la fois, on perd le confort d'être adossé à une institution, avec ce qu'il dit, donc dans un cadre forcément moins durable et plus fragile avec les personnes, mais que cet inconfort, comme souvent en sociologie, on observe qu'on fait de nécessité vertu, ou qu'on retourne le stigmate en emblème, c'est-à-dire que cet inconfort du fait d'être en mobilité et donc hors des institutions peut devenir en quelque sorte une source de fierté professionnelle, notamment avec l'idée que les équipes mobiles de santé mentale aiment quand ça bouge, qu'il faut bricoler, que l'on ne peut pas compter sur le ça va de soi de la consultation. En gros, on ne s'emmerde pas. Bon, je résume ce qu'il veut dire. Et on ne s'emmerde pas dans les équipes mobiles alors qu'on peut s'emmerder dans les services hospitaliers. Moi, je connais des grands médecins qui s'emmerdent sérieusement dans leurs services et qui d'ailleurs cherchent tout pour faire autre chose. Bon, je ne donnerai pas de nom. Non. et ça m'a fait penser en fait à un très bel article de François Danet sur ce qu'il appelle la dramaturgie de l'urgentiste. Là, vous voyez, toujours cette notion clé de l'urgence. L'urgence, la crise, parce que l'urgentiste, il est toujours débordé, il est toujours dans la crise, toujours dans la gestion de crise, il intervient. Patrick Pelloux, il intervient dans les médias, il dit c'est une honte, ce rôle de vigie du système public, en quelque sorte, et il dit finalement, François Danet, qui est médecin lui-même, je tiens à le préciser, il dit finalement il y a le risque de s'enfermer dans une stratégie d'expansion sans limite
Et là, on retrouve ce que disait Alexandre, c'est-à-dire que est-ce que l'équipe mobile est le prolongement, je dirais par exemple, du secteur, hein, ou un substitut du secteur. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que l'équipe mobile, le système des équipes mobiles se développe comme une fin en soi, sur un secteur par rapport à des secteurs qui ne sont plus financés, ou moins financés, où les vacances de postes augmentent, donc une sorte de liquéfaction, hein, du secteur. Et donc, en quelque sorte, le système des équipes mobiles s'autonomiserait du secteur et deviendrait une fin en soi, avec effectivement cette idée du culte de l'action dans l'urgence, la prise de risque dans le cadre de crise, le rôle même de pionnier et de baroudeur. Tout à l'heure, on a vu des présentations, où on avait des présentations d'ailleurs fort admirables, pionnières. Hein, on fait de la nouveauté, on est créatif, etc. Mais le problème, c'est que bien souvent, alors c'est ce que dit François Danet, c'est que les urgentistes se sont retrouvés piégés par leur propre stratégie. C'est-à-dire qu'ils sont sans arrêt débordés, faute d'interroger, je dirais, le cadre institutionnel dans lequel ces professionnels interviennent. Eh bien, finalement, ils se retrouvent piégés dans un rôle, en quelque sorte, d'acteurs professionnels toujours débordés, devant toujours gérer la pénurie de moyens par rapport à des missions qui s'étendent, etc. Et puis la conclusion, je laisse ça à Alexandre. Difficile de passer après Frédéric, surtout après des applaudissements comme tout à l'heure. Et puis, mais je suis assez surpris, il reste du temps, c'est incroyable. Je me disais, il faut que je prenne pas trop de temps parce que je connais tout ce qu'il a à dire et donc il avait beaucoup de choses à dire, mais c'est incroyable. Je pense que c'est l'effet chronomètre. Donc, je reviens finalement, tout ça pour revenir à ma question initiale. De quoi les équipes mobiles sont-elles le nom? Vous l'aurez compris, les équipes mobiles sont un référent flottant, une réalité protéiforme. Elles s'incarnent, elles prennent des formes très, très différentes. Et encore une fois, il est compliqué de se repérer. Mais dire que c'est compliqué de se repérer, ça n'empêche qu'on peut essayer de le faire quand même. Il ne faut pas tomber dans une forme d'écuménisme. Donc voilà, on observe quand même... on est face à un dilemme qui pose la question, et on lancera le débat là-dessus, sur l'articulation. Il faut vraiment penser l'articulation avec l'institution et le secteur, vous l'aurez compris. Un dilemme se pose, un choix de modèle d'équipe mobile se pose, soit, quel modèle est généralisable d'ailleurs, hein, soit la consécration, les équipes mobiles comme consécration de la sectorisation, avec une véritable politique de prévention, ce qui suppose de sortir aussi de la santé mentale, mais de la prévention dans différents champs, évidemment, qui ne gère pas uniquement les risques, mais porte une attention particulière au contexte, à la continuité des soins, à la chronicité, qui gère l'articulation entre les pôles et les secteurs, entre l'amont et l'aval. Et je tiens à dire vraiment que ça existe, et je les ai observés. Et voilà, en tout cas, ce modèle existe. Et bon, on est face à ce dilemme. Et donc, ces équipes mobiles ont des obligations vis-à-vis des secteurs et se nourrissent mutuellement. Soit on est dans une dilution du service public de la psychiatrie avec des interventions qui se font uniquement en situation d'urgence et de crise, avec la question sous-jacente, donc de savoir si la psychiatrie est soluble dans finalement l'humanitaire, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ou dans l'urgence uniquement. Alors, on a le choix, mais quand même, on tient à souligner que ça c'est le choix théorique, mais la réalité, même si encore une fois des équipes mobiles qui gèrent la chronicité, etc., ça existe, on a le choix, mais quand même, tout nous porte à penser que le choix a été fait, plus ou moins en tout cas, par les gestionnaires ou par les pouvoirs publics, disons, puisque, et c'est ce que soulignaient les citations, notamment celle de Patrick Chemla, il y a beaucoup d'équipes mobiles qui sont financées aujourd'hui parce qu'elles prennent le nom d'équipes mobiles
contre les secteurs, d'où en fait on a changé le titre, c'est contre les secteurs, tout contre, vous voyez, contre les secteurs, c'est-à-dire que c'est pas en opposition, mais disons qu'on l'air du temps veut qu'on finance l'urgence et la crise, et donc on finance des équipes mobiles plutôt que des secteurs. Deuxième élément, alors c'est un débat aussi qu'on pourrait avoir, c'est que il y a quand même le choix d'équipes mobiles intersectorielles. Alors, est-ce qu'on peut se revendiquer de l'héritage du secteur quand on adopte une démarche intersectorielle? Là est la question aussi. C'est un débat, en tout cas. Nous, on n'est pas là pour trancher, c'est une question. Et le troisième élément, c'est, encore une fois, quelque part, l'abandon par les pouvoirs publics des secteurs. Ça se voit très concrètement dans les financements publics, dans les vacances de poste, etc. Et ça, c'est Frédéric qui me l'a appris, c'est qu'il faut se décrocher des discours politiques et de la théorie pour voir concrètement les rapports, les modes de les priorités qui sont données au mode de financement. On s'en doute, mais j'avais du mal à lire des rapports. Je ne sais pas comment il fait, mais il lit beaucoup de rapports indigestes. Et en fait, voilà, c'est à travers la lecture de ces rapports souvent indigestes qu'on trouve la réalité en tout cas des objectifs, des priorités de santé publique et notamment de psychiatrie, même si, encore une fois, il y a évidemment des contre-exemples, des îlots où on peut gérer la chronicité, où on bénéficie de certains financements conséquents. Donc c'est possible, mais voilà, en tout cas, un aspect général et une mise en débat donc, sur cette question donc, de la question de l'articulation avec l'institution. Je vous remercie.